on estime qu'environ une femme sur 10 en âge de procréer est atteinte d'endométriose, soit à peu près 2 millions de femmes en âge de procréer en France. Hello à tous et bienvenue dans Le Plaid, le podcast où on parle sans tabou ni gêne de maladies chroniques, parce que c'est pas parce qu'on a SOPK, une sclérose en plaques ou Crohn qu'on n'est pas humain, qu'on n'est pas jeune et qu'on n'a pas envie de kiffer. Alors ça nous ajoute quelques problématiques certes, mais on est là pour en parler dans Le Plaid aujourd'hui. Donc moi c'est Léon, je vous parle aujourd'hui parce que cette année on m'a diagnostiqué l'endométriose et du coup avec mes potes Clément et Zoé, on a créé Tilt, la communauté pour les jeunes atteints de maladies chroniques. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À l'heure où cet épisode sort, Tilt est live, l'appli est disponible sur l'App Store, le lien est dans la description donc n'hésitez pas à la télécharger. Et en plus de Tilt, on a lancé Le Plaid parce qu'on veut libérer la parole des jeunes qui ont une maladie chronique, qu'elle les handicape ou pas, qu'elle soit invisible ou pas, qu'elle soit omniprésente ou à peine une pensée. Donc dans ce podcast, on parle symptômes, boulot, couple, sexe, errance médicale, médicaments. On va parler des gens qui comprennent la maladie et de ceux qui la comprennent moins et qui peuvent nous rendre la vie difficile. Donc aujourd'hui, on parle d'endométriose après le SOPK et le Q. Cet épisode, il sera en 2 parties, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et qu'en plus, du coup, on est 2 aujourd'hui à être atteintes d'endométriose, parce que j'ai été rejointe par Carla, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Carla, j'ai 27 ans et je fais plein de choses dans ma vie. Je suis professionnelle dans la petite enfance depuis presque 9 ans et je suis chanteuse dans un groupe de musique. Je suis atteinte d'endométriose depuis un bon bout de temps. Voilà pourquoi je suis là. Ok. Tu nous diras plus précisément parce qu'aujourd'hui, on va parler symptômes d'endométriose et on va parler diagnostic, globalement. Et dans le 2e épisode, on parlera traitement et on va parler des idées reçues sur l'endométriose. Mais on a déjà pas mal de choses aujourd'hui. Donc pour faire juste un petit point, parce qu'on parle beaucoup d'endométriose aujourd'hui, mais peut-être tout le monde ne sait pas précisément ce que c'est. Donc pour vous rapporter les informations qu'il y a sur le site enseignement supérieur recherche.gouv, l'endométriose c'est une maladie gynécologique inflammatoire chronique, donc qui touche une femme sur 10. Et en gros, elle est définie par la présence d'endomètres hors de la cavité utérine. Donc en gros, l'endomètre c'est un tissu, mais il n'est pas censé être hors de l'utérus. Et globalement, l'endométriose ça provoque des douleurs intenses, de la fatigue, ça peut aggraver des symptômes de dépression et d'anxiété, et c'est la première cause d'infertilité connue en France. Donc on va avoir pas mal de choses à dire parce qu'on est toutes les deux atteintes d'endométriose. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est de symptômes. Je te reprends juste sur un truc, oui. Parce que donc il y a énormément de textes qui disent que l'endométriose c'est la présence de tissu de l'endomètre. Ouais. C'est pas le cas. En Okay. fait, c'est pas du tissu de l'endomètre qui a migré, c'est du tissu qui est semblable à l'endomètre. Ah, okay. En fait, vu que pendant très longtemps on a cru que c'était de l'endomètre qui migrait en dehors de l'utérus, on s'est dit que on allait l'appeler endométriose, mais les dernières recherches montrent que c'est pas le cas. C'est juste que c'est un tissu qui est similaire, mais on sait pas ce que c'est en fait. C'est pas l'endomètre qui migre. En tout cas, on sait que le sang remonte, c'est le trop sang agitant. de l'utérus, mais du coup cette info déjà elle est fausse, tu vois. Donc même sur les sites officiels, on peut trouver des infos qui sont vraiment pas vraies en fait. Ah, ok, ouais, parce que ça, c'est ce que j'ai trouvé partout. Et c'est ce que tout le monde dit, hein. Et c'est ce que, on en parle, mais j'ai vu plein de médecins, vraiment, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. C'est ça. Ok, en tout cas... On commence bien. On commence très bien. On commence super bien, parce que je balance un truc faux. Et, moi, je trouve l'info terriblement inquiétante. Ouais, non, on ne sait pas ce que c'est. En vrai, ça fait peur parce que du coup, pendant très longtemps, on a donné ce nom, endométriose. Donc, l'amalgame est très facile à faire. Et en fait, ça fait quelques années qu'on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et donc, c'est une info qui est encore sur beaucoup de sites, quoi. Beaucoup de sites. Beaucoup de médecins qui continuent à croire en cette info parce qu'ils sont pas assez formés et la recherche du coup a du mal à avancer parce que en plus de difficultés de financement, il y a la difficulté il y a plein d'infos qui sont pas vraies quoi, qui circulent encore. Ouais, comme beaucoup tout ce qui est pathologie qui vont toucher les corps féminins. C'est ça. Mal connu. Mais attends, mais ça, c'est terrible. Et puis en plus, on a fait un effort de marketing fou sur endométriose, donc un jour il faudra changer de nom. Les gens ils sauront plus ce que c'est. C'est exactement ça.
Et là qu'en plus on parle d'endométriose mais personne ne sait ce que c'est l'endomètre. Ouais, ça. On est vraiment bien. Première chose dont on va parler donc, c'est des symptômes, donc on va parler de nos expériences personnelles. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels symptômes t'as eu avant de savoir que c'était l'endométriose, puis après, vraiment du plus petit au plus gros? Mais ça va être un peu long. Alors, On a le de temps. base, moi, j'ai eu mes règles quand j'avais 13 ans, 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. J'ai toujours eu des règles douloureuses et j'ai vécu une bonne partie de mon adolescence sous Antalis, comme une majeure partie des femmes, parce que ça calmait les règles. Ça les calmait, mais j'étais quand même extrêmement fatiguée parce que je perdais beaucoup de sang. Donc ça, c'était le premier symptôme, c'était que mes règles étaient très abondantes. Je devais me changer à peu près 6 fois dans la journée, quoi. Donc ça faisait une grosse quantité de sang. À partir de là, alors moi je suis un cas un petit peu particulier peut-être, mais moi mon endométriose elle s'est déclenchée au moment de mes premiers rapports sexuels. Okay. Donc très honnêtement, le premier symptôme que j'ai connu, que j'ai associé à un souci physiologique, c'était les douleurs pendant les rapports. Qui sont apparus instantanément et qui ont duré bien après le rapport pendant 1 ou 2 heures, avec des pertes de sang très abondantes après mon rapport sexuel. Et puis comme à l'époque j'étais jeune, on était en 2016, on parlait pas du tout de la maladie. Moi j'en ai parlé avec ma maman parce que je suis dans une famille où on est très ouvert sur le sujet et du coup je suis allée la voir direct en lui disant écoute alors déjà j'ai eu mon premier rapport et ensuite c'est bizarre, j'ai eu très mal et ma mère de suite m'a dit c'est pas normal. Parce que moi j'étais partie dans un truc où mes copines n'avaient pas forcément eu leur premier rapport et puis j'avais un peu cette image de au premier rapport on a mal. Sauf que la douleur était vraiment très intense. Donc ça, c'est le premier symptôme que j'ai eu. Suite à ça, tous les autres rapports étaient toujours aussi douloureux. J'étais dans une relation qui était pas du tout saine, avec quelqu'un qui était pas très à l'écoute, enfin même pas du tout. Et du coup, c'était compliqué pour moi parce que j'avais mal pendant, et quand j'avais pas mal pendant, j'avais toujours mal après. Donc le sexe était un moment terrible pour moi que j'associais à de la douleur. Et puis en fait, quand j'ai eu mes premiers cycles après ce rapport-là, j'ai eu donc toujours beaucoup de saignements très abondants et j'ai commencé à faire des malaises vagaux. Donc un malaise vagal c'est à cause de la douleur principalement où j'allais ressentir une grosse bouffée de chaleur et j'allais voir noir et j'allais m'évanouir parce que l'afflux sanguin n'arrive pas jusqu'au cerveau. Donc c'était très compliqué, il y a eu les malaises et puis en fait la douleur pelvienne quoi. C'était une douleur pelvienne mais qui radiait qui était vraiment concentrée sur l'utérus mais qui radiait jusqu'à mon ombilic, jusqu'à même parfois plus haut. Ça c'est les symptômes principaux. Après, depuis, j'ai eu pas mal, une grande histoire avec la maladie et j'ai eu d'autres symptômes, donc des symptômes digestifs avec des alternances diarrhée-constipation. Je peux pas te dire que j'ai des selles normales, ça doit faire 10 ans que j'ai pas de selles normales, tu vois. Ça, des vomissements, des nausées dans les transports, encore aujourd'hui c'est très compliqué pour moi. Et puis tout ce qui peut être associé à ça, donc c'est-à-dire que des envies de faire pipi très régulières, très fréquentes, le fait que de temps en temps j'ai très mal dans le badaud parce que j'ai l'utérus qui est antéversé, qui est un symptôme qui est un aspect physiologique qui est très fréquent dans la maladie. C'est des femmes qui, au lieu d'avoir l'utérus au-dessus de la vessie, donc vers là, il est vers l'arrière. Okay. Et ça, c'est très fréquent chez les femmes atteintes d'endométriose. L'utérus est antéfléchi, donc il est vers l'arrière. Donc du coup, ça irradie directement dans mes reins, comme j'ai mal dans le badaud. Et puis après, il y a plein d'autres symptômes. De temps en temps, je vais avoir des éruptions cutanées, je vais pas trop savoir pourquoi. On m'a dit que c'était des symptômes qui pouvaient être fantômes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on sait pas trop d'où ils viennent, mais on les a. Et c'est très fréquent chez les femmes atteintes d'endo. Il y a un truc que j'ai découvert aussi, c'est que je suis très sensible au toucher. Et ma spécialiste m'a expliqué que dans le cas d'endométriose, c'était très fréquent parce que on a tellement mal tout le temps que le corps commence à avoir une réticence au toucher. Donc par exemple, quand je suis avec beaucoup de monde, de temps en temps on va me bousculer un tout petit peu, ça va me faire super mal alors que c'est pas censé me faire mal. Ou mon copain me fait des guillis, un truc, tu vois, et en fait je vais avoir très mal et il me dit mais je t'ai rien fait. Mais en fait c'est à cause de l'endo. Okay. Des douleurs fantômes au niveau de l'épaule droite aussi, ça c'est très fréquent chez les femmes atteintes d'endo, on sait pas pourquoi. C'est inexpliqué. Voilà, et principalement ça va être ça va être la douleur pelvienne, ça va être les nausées, vomissements, douleurs vésicales, donc tout ce qui est attrait à l'appareil urinaire, et les douleurs digestives
qui sont là, sachant que je précise quand même, je suis atteinte d'endométriose et d'adénomiose, qui est une forme d'endométriose, mais qui est du muscle utérin. Donc, du coup, il y a des symptômes qui se mélangent aussi. Okay. Voilà. Ok, ça fait déjà une bonne panoplie. Ouais, sympa. Vraiment le fun au quotidien. La fatigue aussi, j'ai pas parlé de ça, mais la fatigue chronique, c'est très très compliqué au quotidien, parce que du coup, notre corps, il se bat tellement H24 contre l'inflammation qu'on en est à être très fatigué. Moi, je me suis déjà endormie au boulot, quoi. Ouais, tellement j'étais rincée, parce qu'on perd du sang, donc on est anémié, et parce que même sans ça, on a tellement mal que ça fatigue le corps. Et du coup, ça fait combien d'années là que tu vis avec tes symptômes? Depuis 2016? Ça fait 8 ans. 8 ans. 8 ans, c'est long. Ça va faire 9, ouais. Ok. Et là, t'as quel âge jusqu'à? J'ai 27. Ok. Donc, ouais. Ok, donc là, on a un premier exemple d'expérience de vie avec des symptômes d'endométriose. T'as été diagnostiquée au bout de combien d'années après ton premier... Ça a été court, ça a été long pour moi, mais court en moyenne, parce que moi ça m'a pris 1 an et demi à peu près avant d'être diagnostiquée, mais en fait j'avais la chance d'avoir ma maman qui tout de suite a dit c'est pas normal, donc on va faire tous les gynécos s'il faut, mais on va trouver ce qui se passe. Donc j'ai bénéficié d'un entourage très à l'écoute, et je pense que ça a aidé aussi, parce que j'ai dû voir une quinzaine de médecins sur cette année-là. Donc oui, ça a été relativement rapide comparé à d'autres personnes, mais ça a été quand même très long mentalement, moralement, quoi. Parce que du coup, de mon côté, en fait, comme pour moi, là, comment je me suis rendu compte de mes symptômes, etc. Moi, mes règles, elles ont commencé à 12 ans. Donc, jour de mon anniversaire, en plus, ça va beaucoup rire. Mais, en gros, après, de mes 14 à mes 21 ans à peu près, j'avais de l'anorexie et après de la boulimie. Donc, j'avais plus mes règles. J'ai quasiment pas eu mes règles sur toute cette période. Du coup, j'avais pas beaucoup de problèmes avec mes règles. Enfin, c'était pas là, quoi. Donc, c'était un gros problème, mais différent. Et du coup, à partir entre 20 et 22, où ça a commencé à aller mieux, et où j'ai rencontré mon copain, donc premier rapport, etc. Là, j'ai recommencé à avoir mes règles, et ça, c'est vraiment progressivement, c'est arrivé. Et je dirais que vraiment, là, au début de l'année, tout en 2023 et début d'année 2024, donc à mes 23-24 ans, les symptômes, ils se sont vraiment aggravés, et du coup, assez vite. Et du coup, ça... En fait, pendant toute mon adolescence, etc., j'allais pas vraiment chez les médecins, je voulais pas aller chez la gynéco, mais c'était plus une négligence qui était due aux troubles alimentaires, parce que du coup, je prenais pas du tout soin de moi là-dessus. Mais donc, cette année, mes symptômes, ils se sont vraiment aggravés. Donc, les premiers qui sont vraiment arrivés depuis que mes règles, elles ont recommencé, c'est les très grosses douleurs. Et vraiment, ça peut être, tu connais, mais être plié au lit pendant des jours à cause de la douleur. Et je pense qu'en plus, autour de moi, ma mère, elle a de l'adénomiose et de l'endométriose, donc elle sait ce que c'est. Donc, mais d'un autre côté, c'est une personne qui a les 42 fièvres, des crises de douleur, etc., elle va aller au taf. Donc, moi, j'ai aussi ce truc-là. Du coup, je pense que je me suis pas rendu compte tout de suite. Et moi, ce qui m'a fait déjà me rendre compte que la douleur était pas normale, c'est ma coloc et mon copain. Parce que forcément, quand t'es tout seul dans ton coin et que tu souffres, t'es un peu en mode, voilà. Mais du coup, quand t'as quelqu'un qui est à côté de toi et qui te dit, mais c'est quelque pas... chose. Ouais, puis qui est là, mais j'ai pas envie de te voir souffrir, c'est pas du tout normal, etc. Donc là, genre, ting. L'autre symptôme que j'ai, c'est tout ce qui est le bidon, enfin, le ventre. Pareil, une digestion, mais moi, c'est inexistant. En gros, c'est constipation. Mais genre, vraiment, c'est... Si j'ai aux toilettes, je suis contente. c'est cru. Ouais. Mais genre, vraiment, en tout cas, quand mes règles arrivent, c'est une semaine, sans aller aux toilettes. C'est vraiment un vrai plaisir. Alors après, il y a un lien de corrélation avec entre l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable, qui est une maladie inflammatoire aussi, qui est un syndrome inflammatoire. Et très potentiellement, c'est ça, en fait. Parce que souvent, les gynécos, ils vont dire vous avez une endométriose, vous devez avoir des atteintes digestives. Il y en a peut-être pas. Moi, j'en ai. Donc, j'alterne constipation et diarrhée tout le temps parce que j'ai le côlon qui est plein d'adhérence et que j'en ai jusqu'au rectum.
Et il y a un lien de corrélation entre syndrome de l'intestin irritable et endométriose, donc très certainement que t'as ça, parce que le syndrome de l'intestin irritable, il y en a 2 sortes. Il y a la sorte constipation et la sorte diarrhée. Et peut-être que t'as la sorte constipation et que du coup c'est... Je te dis ça, je suis pas médecin, je peux pas te diagnostiquer, mais non, c'est vraiment très très fréquent, tu vois, c'est vraiment très fréquent, et puis en fonction de l'aliment que tu manges, tu vas mieux tolérer ou pas. Ça c'est vraiment très très... Enfin, c'est schéma classique, quoi, malheureusement. C'est très bien, ça me fait des billes pour mon prochain rendez-vous, parce que j'ai mon traitement là qui arrive bientôt à ce terme, donc il faudrait que je me refasse une endo. Donc, nouveau RDV gynéco, je serai là. Alors, j'ai commencé un podcast, ça m'a dit chronique. J'ai parlé avec une meuf qui a SOPK et avec une autre meuf qui a de l'endométriose. Alors, du coup, ça. Est-ce que ça veut dire des trucs? Mais c'est terrible, mais souvent on y va avec notre petit post-it et puis on a... Enfin, moi maintenant je suis rodée, j'ai envie de te dire, j'arrive, le médecin il sait que je vais parler à sa place, mais c'est vrai que très souvent il faut venir en se disant tiens, est-ce que c'est pas ça? Alors faut avoir un médecin qui soit assez compétent pour reconnaître qu'il a pas la science infuse, et ça c'est rare à trouver, mais une fois que t'en as un, tu le gardes. Tu le gardes. Quand tu peux lui dire peut-être que c'est ça et qu'il te dit ah oui vous avez raison, tu le gardes toute ta vie ce médecin. Bah clairement. Je reviendrai un peu sur enfin on reviendra précisément sur nos expériences de diagnostic juste après. Mais du coup bah en tout cas je vois que le fait que je suis tout le temps constipée ça peut être encore autre chose qui est un peu causé par l'endo. Donc un vrai plaisir. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie dans ma vie ce souci. Et donc voilà, les grosses douleurs, le ventre, la fatigue comme tu dis. Moi, en gros, je suis quelqu'un de très dynamique et qui... On va dire que j'ai vraiment appris à me reposer l'année dernière. Un peu forcée par ma coloc, mon copain. Non, c'est vraiment bien, j'ai de la chance, j'ai des gens super autour de moi qui me forcent à prendre soin de moi. Mais parce que c'est pas du tout un réflexe, et d'autant plus avec les troubles alimentaires que j'ai eu. On va dire que le réflexe c'est plus de vraiment se faire du mal physiquement, donc c'est vrai qu'au début quand j'avais tous les symptômes j'étais plus là en mode YOLO quoi, tu mérites, c'est la vie. Et du coup bref voilà, eux m'ont beaucoup aidé là-dessus, mais la fatigue, mon dieu. Et du coup l'année dernière j'ai vraiment appris à me reposer, mais c'est-à-dire genre ne pas être tout le temps en train de faire quelque chose de productif, etc. Et en gros, j'ai été un peu forcée parce que j'ai perdu mon père en 2023, donc dépression et obligée d'apprendre à se reposer. Mais là, cette année, je le fais vraiment de plus en plus, et du coup, j'apprécie beaucoup. Et du coup, c'est vrai que je suis vraiment plus en mode maintenant, ok, là, mes règles, elles arrivent. Je sais que c'est au moins une semaine de... c'est la merde, grosse fatigue, douleur, etc. Elles sont pas coupées, tes règles? Bah, en fait, là, j'en ai plus, parce que j'ai un traitement. D'accord, c'est ce que je me demandais, parce que souvent, chimiquement, on les coupe. Bah, je prends du diméthrone, donc, genre, elle n'est plus mes règles, mais j'ai tous les symptômes quand même. Et on va dire qu'ils ont été un peu atténués. D'accord. Mais ça reste, en fait, ultra présent, omniprésent dans ma vie. Et du coup, la fatigue, et du coup, j'ai découvert un peu ce que c'était le truc de se reconnaître qu'on est fatigué, cesser de fatiguer. Et c'est vrai que là, si je fais des très grosses semaines ou quoi, je peux dormir 13 heures, ce qui m'arrivait jamais avant. Fatigue, comme t'as dit, faire pipi, avoir envie de faire pipi tout le temps. On en parlait juste avant. Et du coup, j'en profite, je règle mes comptes. Alors, ce podcast, c'est juste moi qui règle mes comptes. Mais en gros, moi j'ai tout le temps envie de pisser. Mais c'est une dinguerie, et du coup, c'est vraiment un gag autour de moi. Alors du coup, mon copain est très compréhensif, ma coloc aussi et tout, mais tu sais, c'est un peu la blague, genre hihihi. Ma sœur, je lui enverrai un extrait du podcast. Ma sœur, du coup, elle se fout de ma gueule, elle est là, putain, j'ai tout envie de faire pipi et tout. Genre là, j'étais allée à Disney avec des potes, et du coup, j'ai avec ma pote qui a SOPK, et on avait envie de pisser tout le temps, tu vois, toute la journée et tout. Le mec, il était là, encore, c'est aux toilettes et tout. Tiens, comme t'as dit, l'utérus est inflammé. Donc on a mal en bas, tu vois. En fait, c'est vraiment tout simple, mais il faut l'expliquer, parce que les gens peuvent ne pas comprendre ou dire c'est une pisseuse, voilà. Ça, c'est le truc, je l'ai entendu, c'est une pisseuse. Ouais. Oui, je suis une pisseuse. En fait, quand on a une inflammation dans la dent, par exemple, on va avoir la joue gonflée, parce que c'est inflammé. L'utérus, quand il est inflammé, il gonfle. Et comme l'utérus est juste à côté de la vessie, il appuie sur la vessie, donc la vessie a moins d'espace pour stocker l'urine, et du coup, on a plus envie de faire pipi. C'est tout con, c'est vraiment tout con, mais parfois, faut expliquer comme ça, quoi. Faut leur expliquer,
surtout aux hommes, parce que c'est un truc qu'ils peuvent pas comprendre, parce qu'ils peuvent pas le vivre. Enfin, ils peuvent le comprendre, mais ils peuvent pas se mettre à notre place, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Même juste des douleurs de règles, saines, entre guillemets, ils savent pas ce que c'est. Mais moi, j'utilise beaucoup, comme ça, des métaphores en disant, bon, bah, écoute-moi. Si toi, tu as ça, moi, c'est pareil. C'est, tu vois, ou quand on est en arrêt maladie, moi c'est ce que je dis souvent, moi là je suis en arrêt depuis un moment, je vais reprendre en janvier et je suis très contente, mais c'est ce que je disais à mon copain, je disais en fait là je suis pas bien, j'ai mal, si demain t'apprends que t'as un pote qui s'est cassé la jambe, tu vas pas lui dire bah va au boulot. Tu vas lui dire bah reste à la maison. Et en fait moi je suis obligée de l'expliquer à plein de gens comme ça parce qu'on me dit ah t'es encore en arrêt, bah ouais, mais en fait c'est comme toi si tu te casses quelque chose quoi. Moi là je suis pas en état parce que bah mes entrailles elles sont cassées un petit peu pour un petit moment et en fait c'est chronique donc ça va revenir et ça va repartir mais on n'a pas le choix quoi. Mais c'est tout con hein. Non mais parfois les gens faut les éduquer. Le chronique il me enfin ouais c'est ce truc de encore ouais mais c'est tout le problème d'une maladie chronique. C'est ça, c'est la chronicité que les gens ont du mal à comprendre parce que quand tu dis que t'es malade, c'est on va voir je sais pas un cancer et du coup bah le cancer t'as le début et puis t'as la fin, la mort ou la rémission. Nous on n'a pas ça en fait. On n'a pas de rémission parce que c'est une maladie qui est incurable. Ouais. Et c'est tout con hein. Ouais, ça fait waouh, ça donne le vertige je trouve. Ouais. Mais pour revenir du coup juste sur le pipi. Donc s'il vous plaît, que tout le monde retienne, et surtout ma sœur, hein, que c'est pas ma faute, ok, j'ai envie de faire pipi tout le temps, c'est dû à l'endométriose. Voilà, toute ma vie, on s'est moqué de moi. Aujourd'hui, on règle les comptes. Vous êtes en train de vous moquer d'une personne qui a une maladie chronique, tout le monde devrait avoir honte. Ayez honte. Ayez honte. Voilà, et laissez-moi faire pipi, putain. Mais ouais, genre juste ça, tu vois, c'est con, mais je l'ai appris en faisant mes petites recherches. Tout à l'heure, parce qu'en gros, comme on n'a pas encore, à l'heure où on tourne le podcast, on n'a pas encore lancé l'application Tilt. Donc l'objectif du podcast, c'est qu'après on puisse choper les témoignages, les questions des gens. Mais là, en attendant, pour trouver un peu plus de petites infos et tout, je suis allée sur Reddit. Et il y avait un peu, enfin, sur les sujets qui parlaient, c'était des questions un petit peu en mode genre, qu'est-ce qui est un symptôme de l'endométriose, mais vous le saviez pas, ou alors c'est quoi un peu les plus petits signes et tout. Et genre vraiment plusieurs fois, tout le temps avoir envie de faire pipi, ça revenait, et j'étais là, oh my god! Mais en fait, c'est pas dans ma tête. C'est pas dans ma tête, c'est ça, tu vois, parce que du coup, moi je rigole, je suis là, j'ai une toute petite vessie, j'ai une vessie de mémé, tu vois. J'adore les mémés, hein, forcément. Mais voilà, la petite vessie, on a tout le temps les pisser, et c'est marrant parce que ça soulage de savoir que on a un symptôme, d'où il vient. Et puis, mais quand ça vient d'une maladie chronique aussi, t'es un peu là genre, ok, bon. Ouais, après, ça enlève une partie de la culpabilité qu'on peut avoir, et puis ça soulage mentalement de se dire, ok, c'est pas moi qui m'invente mes envies de faire pipi, il y a vraiment une explication qui est rationnelle et qui est logique, même s'il y en a d'autres où on sait pas, tu vois, je te disais, la douleur à l'épaule, on sait pas d'où ça vient, mais on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'endométriose qui ont ça. Donc, bah, potentiellement, un jour, on va trouver, parce qu'on croit en la médecine, on croit en l'avancée de la science, mais c'est vrai que ça aide, quoi, de se dire qu'on n'est pas seul, parce que c'est une maladie qui est extrêmement isolante et qui est psychologiquement très prenante, quoi. Ouais. Bah, en plus, toi, tu vis avec depuis longtemps. Moi, je pense que, en vrai, du coup, j'ai été diagnostiquée en juin, donc ça fait pas si longtemps. Donc, je fais mon petit bout de chemin et tout, mais c'est vrai que quand je lis des témoignages d'autres meufs ou quand je t'entends, je suis rassurée parce que ça me sort de ce côté, c'est pas normal, et ouais, ce truc se sentir. Après, je fais un petit disclaimer parce que mon expérience de la maladie, je m'en sers pour vraiment beaucoup partager, essayer d'éduquer les gens, de vulgariser les choses un peu difficiles. Mais j'ai une sorte de maladie, je suis à un stade de la maladie qui est très avancé. Donc j'ai une maladie qui est très grave sur le papier parce que mes lésions sont graves et parce que mes atteintes sont graves et parce qu'elles évoluent très très rapidement. Mais ça veut pas dire que si vous avez une endométriose, c'est pareil pour vous. Et je préfère le dire parce que j'ai des copines qui m'ont dit « Oh, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose » et qui pleuraient en disant « Ça va être comme toi ». Non, c'est pas obligatoirement comme moi et ça peut très bien se passer. Et il y a des personnes qui ont des endométrioses qui le savent pas. Parce qu'elles ont pas de douleur. Donc, voilà. Disclaimer, c'est pas parce que moi, c'est très compliqué que ça l'est pour tout le monde. Et toi, t'as peut-être été diagnostiqué il y a 1 an. Ça veut pas dire que dans 8 ans, tu seras à ma place, tu vois. C'est une maladie qui est vraiment très, très particulière parce qu'elle est très différente chez chacune. C'est important de le dire quand même parce que des fois, je peux avoir des témoignages qui font peur.
Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Et il y a pire que moi aussi, et il y a beaucoup plus simple que moi aussi, tu vois. Ouais, il y a plusieurs stades d'avancée. Après, du coup, c'est trop bien, parce que justement, l'objectif, nous, c'est que, on est là pour libérer la parole, donc, mais c'est bien que tu le dises, voilà, donc, on remet un peu dans le contexte que le témoignage de Carla, il est aussi dans le contexte de sa maladie spécifique à elle-même. Chacune, c'est différent, et il y en a peut-être qui vont se dire, mais moi, j'ai pas du tout ce symptôme, c'est ok, ça veut pas dire que vous avez pas la maladie. Exactement, ouais. Parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que moi c'est ce que j'avais lu, c'était que l'endométriose ne veut pas systématiquement dire que on est infertile, par exemple. Alors, l'endométriose signifie qu'il y a une infertilité qui peut être déclarée et elle augmente les chances d'infertilité, mais l'endométriose ne veut pas dire stérilité. Ouais, c'est ça. Stérilité, c'est l'incapacité d'avoir des enfants biologiquement adoptés. L'infertilité, c'est la difficulté à avoir des enfants biologiques. Donc, faut vraiment, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame et qui se disent, oh là là, je vais être infertile. C'est possible d'être un petit peu infertile, mais d'avoir des enfants biologiquement, tu vois. Ça veut pas dire qu'on peut pas en avoir, mais ça veut dire que ça augmente les chances en fait, toutes les pathologies liées à la grossesse et tous les risques liés à la grossesse, chez nous, ils flambent. Mais, par exemple, je te dis, nous, on va avoir 20% de chances de plus, je te dis un chiffre au hasard, de faire des fausses couches. Mais un fumeur va avoir 50% de chances de plus j'avais revu ça. D'avoir un infarctus. Mais ça veut pas dire que tous les fumeurs auront un infarctus, tu vois. C'est pareil avec l'endométriose. Ça veut pas dire que tout le monde va avoir une fausse couche, et il y a des femmes qui ont des enfants naturellement avec des endométrioses, mais de malades. Donc ça veut rien dire. Et il y a des femmes qui ont rien, aucun symptôme, et qui, quand elles veulent avoir un bébé, y arrivent pas, et c'est là que c'est diagnostiqué, parce que... Donc ouais, mais l'infertilité, c'est quand même un symptôme qui est très très présent. Mais, en tout cas, du coup, je voulais le redire. Comme Carla l'a dit, il y a différents types, de vécu de la maladie, c'est assez propre à chacun, il y a quand même des fils rouges, on va dire. Mais, aussi, l'objectif de ce podcast, c'est que si vous écoutez, que vous vous disiez, il y a peut-être un symptôme que j'ai, ou là je me reconnais, etc. L'objectif, c'est aussi que ça vous fasse des billes pour, si peut-être un jour vous pouvez vous faire diagnostiquer grâce à des choses que vous identifiez, mais c'est pas parce que vous vous identifiez pas à tout ce qu'on dit que, et voilà, ça ne veut quand même pas dire que vous ne l'avez pas, ou que ça peut quand même pas vous faire des pistes, si jamais vous reconnaissez même juste un symptôme, pour poser la question un jour à votre gynéco ou votre médecin. Et après, dans tout ce qui était les symptômes, je voulais revenir un peu sur la douleur, parce que je pense qu'il y en a un peu plusieurs types. Je sais que moi, c'est beaucoup localisé forcément genre tout autour de l'utérus, et dans les jambes. Genre ça irradie. Et le délire, c'est les lombaires, genre. Et genre, ça me fait trop rire à chaque fois, genre, je dis à mon copain, genre, vas-y, touche mon dos. Et genre, il fait pas la différence entre ma colonne vertébrale et mes muscles, tellement ils sont, genre, durs. Et des fois, mais vraiment, en fait, je peux pas me lever. Genre, vraiment, je suis juste en mode... Pardon pour le bruit dans le micro. je fais des petits bruitages et tout. Et pour ceux qui voient pas forcément, je sais pas si vous écoutez, mais vous regardez pas... mais voilà, figurez-vous une espèce d'équerre qui essaie de se relever. Ça, c'est moi, pendant mes règles. Enfin, pendant mes règles fantômes aujourd'hui, parce que du coup, elles sont coupées par mon traitement. Et pareil, quand tu disais qu'on n'a pas forcément toutes et tous les mêmes symptômes, je sais que moi, même si j'avais beaucoup de douleurs, il y a quand même eu un long moment où je me disais, c'est pas l'endométriose, parce que j'avais pas de douleur pendant les rapports. Ou alors, quand j'ai mes règles, forcément... petite douleur dans certains angles, mais du coup j'étais là, je sais que l'endométriose c'est douleur pendant les rapports, et j'étais là, j'ai pas ça, donc c'est pas normal. En fait, ça dépend des atteintes, et l'utérus c'est un organe qui est ultra complexe et qui est très très grand, et il y a plein d'atteintes différentes, tu peux en avoir que sur les ovaires, et du coup tu vas l'avoir, mais pendant les rapports, à part si vraiment ton mec il a des talents bizarres, il va pas jusqu'aux ovaires, tu vois ce que je veux dire, donc tu vas pas le ressentir. Mais... Dans les news. Non mais vraiment. Cet homme a réussi l'impossible. Ça c'est impossible,
tu vois. Mais t'as des douleurs qui vont être plutôt profondes, donc sur certaines positions qui vont être difficiles. Moi, je suis désolée, mais mon mec, il y a des positions, il est en mode, oh, je testerai bien ça, et je suis en mode, pas possible. On peut tester, mais en fait, 2 secondes après, je suis là, oula, non, missionnaire, tu vois, parce que ça ne va pas. Et après, tu peux avoir des atteintes qui sont autre part, et tu peux avoir des anciennes atteintes qui ne sont plus maintenant, et du coup, d'autres qui vont faire que. Mais non, c'est pas obligatoire. Disons que c'est un symptôme qui est assez fréquent pour qu'il soit généralisé au diagnostic de l'endométriose, mais c'est pas toujours. Ouais, c'est important ce que tu dis, parce que y a peut-être des filles qui regardent et qui disent ah mais moi j'ai pas ça, ok. Par contre j'en ai 2 autres. Bon, ça vaut quand même le coup d'aller chez son gynéco ou chez sa sage-femme et d'en parler, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est fou comme la femme est complexe. Et c'est fou comme son corps peut réagir extrêmement différemment. Donc c'est pour ça aussi que c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer et encore plus difficile à traiter, enfin pour qu'on soulage les symptômes du moins, parce qu'elle est très différente d'une femme à une autre, quoi. Ouais. Et je pense que si toutes les deux on fait l'IRM au même endroit, avec le même radiologue, avec les mêmes injections, en fait le radiologue il va dire waouh, enfin, c'est complètement différent, tu vois. Ça, on en parlera. J'ai 2 derniers petits trucs à dire sur ces symptômes. Puis après, on va effectivement parler précisément de notre expérience de diagnostic. Comme ça, ceux qui écoutent, vous aurez 2 exemples. Et vous pourrez peut-être, n'hésitez pas, si jamais vous, nous faire part de vos expériences. Puis après, on espère que ça vous inspirera. Mais en tout cas, t'en parles super bien. Et c'est pour ça que c'est trop important d'en parler. Parce que tu vois, là, justement, tu disais, moi, j'étais de l'heure pendant les rapports, je me suis dit, moi, c'est vrai que pendant plusieurs mois, je retardais mon rendez-vous chez la gynéco, parce que j'étais là, c'est bon, en fait, moi, non. Et aussi, alors ça, c'est un petit truc que j'ai vu en cherchant un peu sur Reddit, j'avais lu ce commentaire d'une personne, je mettrai le post dans la description, et j'avais trouvé ça quand même hyper intéressant et un bon rappel. Mais je pense quand même que ce qui retarde pas mal le diagnostic, c'est aussi le fait que on a beaucoup quand même intégré en tant que femme que les règles c'est douloureux, que femmes et personnes qui ont les règles, mais que c'est normal en fait d'avoir mal. Et en fait non, ça ne l'est pas. Et j'avais quelqu'un qui avait dit un truc hyper intéressant. On nous dit aussi parfois la douleur c'est dans la tête. Et j'avais adoré ce commentaire. La personne disait même si la douleur est psychosomatique, donc c'est-à-dire causée ou aggravée par des facteurs psychiques, donc, par exemple le stress, etc. Parce qu'on nous dit beaucoup vous avez tant de symptômes, c'est le stress, madame. En fait, ça reste de la douleur. Du coup, ça reste anormal. Donc même si parfois c'est aggravé par des symptômes psychosomatiques, ça reste anormal d'avoir de la douleur, ça reste légitime, et du coup vous pouvez quand même en parler, et c'est important qu'on vous prenne au sérieux là-dessus, et ça reste digne de respect, d'écoute et de traitement en fait. Et puis honnêtement, je connais pas de douleur qui soit pas psychosomatique, c'est-à-dire que forcément quelqu'un qui est malade, à partir du moment où il va avoir un événement stressant, ou qui va mal dormir, ou qui va pas être bien mentalement, ça va forcément agir sur le corps. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui dissocie vachement le mental du physique. Moi, j'ai vécu un petit moment en Asie, et en Asie, on est vraiment dans une version, dans un truc oriental où c'est 2 faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'il faut soigner le mental et le corps aussi. Je sais pas si toi on t'a proposé de voir quelqu'un, un professionnel, de voir un psychologue ou d'être suivi. Alors j'ai une psy, mais moi du coup c'est plus pour le deuil. Mais qui était pas lié à ça. Parce que normalement, aujourd'hui... Personne m'a proposé. Non mais aujourd'hui, un gynéco qui diagnostique une endométriose doit proposer un accompagnement psychologique. C'est obligatoire. C'est une maladie qui est super éprouvante au quotidien. Et c'est même... Moi, je la considère même comme un handicap, parce que, on a vraiment des altérations dans notre vie quotidienne, quoi. Oui. Et c'est super important de se dire, en fait, il y a un moment où on connaît notre corps, mais comme c'est pas une maladie d'homme, on va se dire les femmes elles sont fragiles, les femmes elles ont tout le temps mal au ventre, on le dit le ventre c'est le nœud de la femme, tout ça, il y a plein d'expressions là-dessus. Oui, mais en fait on sait quand il y a un problème, et il faut vraiment se faire confiance. Et moi je dis, j'ai un compte TikTok sur lequel je parle un petit peu d'endo et je vulgarise, et j'ai une tonne de messages de filles qui ont, d'adolescentes, tu vois, de 14-15 ans, qui me disent oui, mais je me demande s'il y a pas un problème. Mais en fait, à partir du moment où tu te poses la question,
c'est que potentiellement il y a quelque chose. Et peut-être que c'est pas l'endo, peut-être que c'est autre chose, peut-être qu'il te faut une pilule parce qu'en fait ton corps il en a besoin, peut-être que t'as pas envie de prendre des hormones mais qu'il te faut un autre accompagnement, mais enfin on se connaît quoi, tu vois, on se connaît et on nous a appris, comme tu dis, enfin comme disait cette personne sur Reddit, on nous a appris à tolérer la douleur à un seuil qui est intolérable quoi. Et on nous a appris que tu vas avoir tes règles, t'es une femme. Non, alors déjà non, on ne devient pas une femme quand on a ses règles, on devient une femme quand on a envie de devenir une femme. En plus c'est tellement glauque comme expression. Mais oui, mais enfin tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu ancrés dans notre société qui ne sont pas ailleurs et c'est super dommage. Tu vois. Et je dis pas qu'il faut aller vivre en Thaïlande, c'est parce que je dis que on a la chance d'avoir une médecine qui est ultra complète et qui est très très avancée en France. Et pour autant, il y a encore des trucs qui sont aberrants. Tu vois, c'est lunaire qu'on dise à quelqu'un, c'est pas dans votre tête. Mais enfin, si c'était dans ma tête, j'irais chez le psy. Enfin, je suis pas bête, tu vois. J'ai vu un petit témoignage d'une meuf qui disait que son médecin vraiment lui avait dit que c'était une maladie imaginaire. Ouais, mais ça m'étonne pas. Enfin, on en parle après, mais moi aussi j'ai eu des trucs qui m'ont semblé, mais tellement, je m'arrachais les cheveux en rentrant. Et heureusement que j'avais ma mère à côté, parce que sinon je me serais écroulée, quoi. Parce que tu te dis, il y a des choses qui sont d'une violence, et pourtant je suis dans le milieu, quoi. Enfin, tu vois, j'ai travaillé à l'hôpital pendant très longtemps, je sais ce que c'est des médecins cons, et je sais ce que c'est des gens qui font ce métier, mais qui sont pas humains. Mais t'as un niveau d'humain, tu vois. Quand t'as une jeune fille de 16 ans qui vient te voir en pleurs en te disant j'ai mal au ventre, et que tu lui dis, bah, prenez un Doliprane, ça va passer, bah, là, tu te poses des questions. C'est trop inefficace, le Doliprane. Ça peut être très efficace, mais ça dépend pourquoi. Non, mais ça dépend pourquoi, tu vois. Ah, et pour les douleurs de règles, je dis. Ouais, si t'as des douleurs de règles qui passent au Doliprane, logiquement, c'est rare que t'aies une endométriose. Tu vois ce que je veux dire? Nous, dans notre cas, pas vraiment. Si t'as une céphalée, une migraine qui est terrible et que tu prends un Doliprane et que ça passe, bah, tu vas pas dire c'est inefficace. Mais nous, quand le Doliprane marche pas, tu peux pas dire, bah, prenez-en dans 4 heures. Non, en fait. Justement, on va parler là de diagnostic. Donc, genre, est-ce que tu peux me détailler ton expérience, vu que t'as mentionné, j'ai cru entendre des bribes d'histoire qui allaient on va prendre le thé, là. Mais, non, bah, écoute, moi, du coup, j'ai eu ce rapport sexuel très douloureux, associé après à des cycles très très douloureux. Donc, j'en ai parlé à ma maman, on est allé voir le gynéco de ma maman. Gynéco qui a fait mon accouchement d'ailleurs, donc quelqu'un qu'on connaissait bien, et ce gynéco là m'a dit non, bah c'est quand même bizarre, mais je pense que ça doit être le stress, que voilà, maladie imaginaire. Donc on est allé voir ensuite mon généraliste qui n'était pas là ce jour-là et qui était remplacé par une femme, et je m'en souviendrai toute ma vie parce que je me suis dit ah super, c'est une fille, donc elle va comprendre. Et j'arrive, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit vous voulez combien de jours d'arrêt? Et là, je me dis, ok, c'est Elle sait, oui. Et en fait, j'étais pas avec ma maman, là, parce qu'elle travaillait. Et à partir de ce moment-là, je suis rentrée à la maison, ma mère m'a dit, je vais venir à tous les rendez-vous avec toi. Donc, elle m'a suivie à tous les rendez-vous, et on a dû faire une dizaine de médecins qui, à chaque fois, disaient, ouais, c'est bizarre, effectivement. En fait, on me disait, effectivement, il y a peut-être quelque chose, parce que de là à ce que vous soyez en béquille, parce que vous pouvez pas marcher. Mais en même temps, c'est des règles douloureuses. Vous avez essayé la pilule? Oui, j'ai essayé la pilule, ça marche pas. Donc voilà. Et un beau jour, je vais chez mon médecin, mon généraliste de l'époque, et je lui parle de tout ça, et je suis à bout. Ça fait 1 mois que je suis dans mon lit et que là, je me dis, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je tombe en dépression, très honnêtement. Et là, il me dit, vous avez entendu parler de l'endométriose? Et moi, je dis, que dalle. Enfin, encore, il faut remettre le contexte, on est en 2016. Donc, je lui dis non, je sais pas du tout. Et il me dit, en fait, je vais vous expliquer. Donc là, il m'explique ce que c'est. Donc, pour lui, c'est des cellules d'endomètre chimiques, parce qu'à l'époque, on n'a pas les recherches et tout. Même aujourd'hui, tu vois, donc... C'est ça. En 2016, j'imagine même pas. C'est ça. Et donc, il me dit, il faut faire une échographie et une IRM. Donc, il me prescrit l'échographie et l'IRM. Et donc, je vais faire l'échographie dans le centre de santé juste à côté de chez moi. Et l'échographie montre rien. Il me dit, non, votre utérus est nickel. Ok. Je vais faire l'IRM à côté de chez moi. On me dit, non, il y a rien. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et donc, avec ma mère, je me souviens, je suis avec mes parents à table et je leur dis, mais c'est pas possible, il y a un truc, je peux pas être comme ça et rien avoir. C'est pas dans ma tête, quoi. Et donc là, je rediscute avec mon généraliste, et mon généraliste me dit, écoutez, je vais vous envoyer dans un autre CHU, un hôpital en banlieue parisienne, l'hôpital Tenon, je peux le citer, parce qu'il me dit, là-bas, on s'y connaît, quoi, en gynéco. Donc, faut que vous y alliez. Sauf que pour avoir un rendez-vous, c'était genre 2 mois, donc j'attends les 2 mois. Et j'arrive pour faire l'IRM.
Ils me font passer l'IRM, c'est un 14 février, je m'en souviens toute ma vie, j'étais avec mon copain de l'époque. C'était la Saint-Valentin, et je me dis super. Et donc j'arrive à l'IRM et je sais pas que l'IRM pour les endométrioses, il y a des canules à insérer dans le vagin, il y a des trucs avec des gels et tout, c'est horrible. Donc je me retrouve d'une violence avec une aide-soignante qui bichette est adorable, mais en fait comprend que ça va être compliqué pour moi parce que je suis toute jeune, que je sais pas ce que je fous là et que je me demande s'il y a pas un problème avec mon corps. Dans ma tête, moi je fais tous les scénarios, je me dis j'ai beaucoup de cancers gynéco dans ma famille. Donc je me dis cancer de l'utérus, cancer du col, ma sœur a eu un papilloma, donc je me dis peut-être que c'est ça, cancer du sein, je sais pas, tu vois. Je passe l'IRM, qui est un bonheur. On sort de l'IRM, j'attends la salle d'attente et j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit est-ce que vous pouvez venir dans mon bureau? Et là je me dis je me dis ça pue parce que j'ai jamais fait une IRM où on me convoque, tu vois. Ouais. Vraiment venez dans le ouais, là ça me fait, je me dis oula, je suis punie. J'arrive dans ce bureau froid, blanc, avec des lumières terribles, je m'assois et elle me dit est-ce que vous voulez des enfants? Et là, je me dis, oh putain, j'ai un cancer, tu vois, enfin, d'une violence, le truc. Et mais il faut préparer. Ah, mais non, elle l'a pas préparé. Et je lui dis, limite, c'est est-ce que vous voulez continuer à vivre? Non, mais c'est ça, je me dis, elle va m'annoncer que je meurs demain. Enfin, il me reste une semaine, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'argent, j'ai 19 ans. Enfin, tu vois, j'ai 19 ans, quoi. Ouais. 19 ans, t'es un début. Donc, je me dis, est-ce que je veux des enfants? Bah, alors, oui, certainement, pas avec lui là-bas, mais peut-être que oui un jour, tu vois. Mal perdu pour cette personne. Ouais, mais de toute façon, bon bref, on parlera de ça un autre sujet. Mais je me dis, mince, enfin, et là, elle me regarde et elle me dit, vous avez des, alors elle me parle de ce truc, elle a dû me dire, vous avez des nodules au niveau des ligaments utérosacrés. À l'époque, j'ai pas commencé mes études, enfin, je suis dans un autre milieu, donc je sais pas. Elle me dit, voilà, c'est une endométriose, il faut que vous alliez voir votre gynéco, truc, elle me donne 30 000 infos, moi je suis là, alors, waouh, attends. Et elle me dit, par contre, faut qu'on fasse une échographie pour confirmer. Ok, donc je passe dans un autre bureau, elle me demande de me déshabiller, vous êtes vierge, non, hop, la canule dans le truc. Je me dis, ouais, mais d'une violence, tu vois, j'en ai des souvenirs de moi, j'ai envie d'aller me voir et de me dire, ça va aller, tu vois, me caresser les cheveux, genre. De rentrer dans le truc et d'être là, genre. Et donc le monsieur me dit, effectivement, c'est une endométriose, vous avez un gros nodule sur le ligament utérosacré droit, vous avez un épanchement dans le cul-de-sac de Douglas, l'utérus antéfléchi, c'est typique, nanana. Et je me dis ok, et je dis bah je fais quoi, tu vois, je me revois dire à ce monsieur je fais quoi, et il me dit bah faut que vous alliez voir votre gynéco pour avoir un traitement. Ok, bon, donc je me dis ok, il y a un traitement, tu vois, sauf qu'en fait quand je suis retournée voir mon gynéco, il m'a expliqué et il m'a dit bah non, là c'est pas un traitement. Et on a essayé une pilule du coup à la progestérone parce que c'est connu pour calmer l'inflammation de l'endo. Sauf qu'elle n'a pas marché, au bout de 2 mois, j'étais encore pliée en deux. Et donc, je suis retournée voir ce monsieur qui travaillait en clinique et il m'a dit, bah, je vous opère. Et donc, je me suis fait opérer en 2017, en juin. Je me suis fait opérer en juin, j'avais été diagnostiquée en février. Donc, ça fait mars, avril, mai, juin, ça fait 4 mois après, quoi. Okay. Direct le billard, qui était pas une partie de plaisir. Voilà mon diagnostic. Ouais, sur la partie opération, traitement, on en parlera. Ouais, on en parlera. Mais du coup, un parcours du combattant. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est violent, quoi. On m'a balancé les trucs dans la tête, enfin, puis j'étais toute jeune, quoi. Ouais. Tu vois, et même à 27 ans, j'aurais pas aimé qu'on me parle comme ça, tu vois, mais il y a eu un manque d'empathie, et pourtant, franchement, moi je suis pas suivie à Thonon, mais je suis patiente chronique aux urgences gynéco. Et s'il y en a qui passent par là, c'est des amours. Aux urgences gynéco de Thonon, c'est des amours. Elles sont super formées. Ah ouais, franchement, elles sont super formées. Bravo à vous. J'arrive, je suis direct sur un brancard, je suis prise direct parce qu'elles me connaissent, elles savent ma pathologie et tout, elles sont géniales. Mais alors, j'espère que les radiographes ont changé parce que c'était terrible, quoi. La manière dont elle m'a annoncé ça, j'ai vu ma vie défiler. Je me suis dit, mais vraiment, j'ai eu ce sentiment de je suis foutue. Ouais. Venez dans mon bureau. Ouais. Et genre, c'est pas possible. Est-ce que vous voulez des enfants? Théma, mais du contexte en fait, parce que là c'est super inquiétant. Ouais, et puis tu vois, tu regardes l'âge, tu te dis à 35 ans, bon je vais peut-être lui poser la question, mais enfin à 19, ouais. Je veux dire, est-ce que c'était vraiment sa priorité à la dame à ce moment-là de me dire ça? En plus, elle m'a rien dit derrière, tu vois. Elle m'a même pas dit parce qu'en fait, avec l'endométriose, il y a peut-être... Non, elle m'a juste dit, vous en voulez? J'ai dit, bah oui, peut-être un jour. Et après, elle m'a dit, ok, vous avez ça. Enfin, tu te dis... c'est quoi si tu voulais pas d'enfant, il te l'aurait pas dit? C'est... Non, je pense qu'elle aurait dit... Honnêtement, des souvenirs que j'en ai, elle aurait dit un truc genre, bon bah tant mieux, tu vois.
Oh my god. Elle attendait juste de savoir si éventuellement super. j'avais enfin comme si la femme était née Tout va bien. pour enfanter. Enfin, Ah mais en vrai, terrible. on va pas se mentir, hein, je pense que si l'endométriose, on en parle beaucoup, mais je pense qu'on en parle beaucoup aussi parce que on a des petits problèmes de fertilité en France. Hein. Ouais, les deux sont liés, on va pas sûr. se mentir. Hein. C'est sûr. Petit réarmement démographique, c'est par hasard si on a lancé une stratégie pour l'endométriose. Faites des gosses. Avec ouais, c'est ça. Faites des gosses. Vous avez mal, c'est pas grave. Faites des Elisabeth gosses. Borne a été là, bon, il faut que les femmes fassent des gosses. Ah, t'es mal dans des petits problèmes d'utérus. Oh, les bons, Ah, il y a des quelque recherches. chose. Ouais. Mais en fait, sinon, je suis pas 100% convaincue que... Mais toi, du coup, parce que vu que moi c'était il y a un moment, j'aimerais bien savoir si ça a évolué depuis. Je vais Alors, voir un petit coup. Moi, Attends. du coup... Attends, ça va s'entendre. C'est un peu d'ASMR. Voilà. Dites-nous si vous voulez un épisode full ASMR. Je participe pas, moi. Carla déteste l'ASMR, moi j'adore. C'est mort. Bah, du coup, en gros, moi, il y avait tout ce truc de énorme, enfin, les symptômes commençaient à être vraiment violents. J'étais jamais encore allée chez la gynéco. Mais je savais que ma mère, elle avait de l'endométriose et de l'adénomiose, donc voilà, plusieurs fois quand on parlait, elle était là, t'es c'est peut-être ça. Du coup, le premier rendez-vous gynéco que j'ai fait, c'était fin février, début mars. Et là, alors, c'était un peu foufou quand même en rétrospective, même si moi je suis très à l'aise donc ça va. Mais effectivement, en gros, je lui parle de mes douleurs, etc. Et je lui dis, bah ma mère a l'endométriose, est-ce que ça peut être lié? Elle me dit, c'est pas génétique, mais en tout cas avec ce que vous me dites, effectivement, il y a des chances que ça soit de l'endométriose. Venez, on va faire une échographie. Et elle m'allonge et tout. Et je comprends que c'est une échographie vaginale en fait. Parce qu'elle est là, genre. Ouais. Et parce que moi j'étais là, ok, une échographie et tout, je m'attendais à ce qu'on. Voilà. Et là, elle me demande d'enlever tout le bas. J'étais là, ça fait beaucoup de trucs enlever là. Et après, elle me dit, oui, c'est une échographie vaginale. J'étais là, ah ok. Et là, du coup, je la vois sortir de son attirail, etc. Effectivement, on part sur une échographie vaginale parce que effectivement, je lui avais parlé du fait que j'avais un copain, qu'on avait des rapports, mais que je prenais pas la pilule. Notre moyen de contraception, c'est la capote. Et du coup, elle savait que effectivement, je n'étais pas vierge, mais en tout cas, c'était, ma coloc m'a accompagnée, ma coloc est ma meilleure amie. Et parce que, en fait, je serais pas allée chez la gynéco si elle était pas venue avec moi parce que j'avais pas envie et voilà, elle m'a accompagnée, donc vraiment, un gros bisou à elle. Et du coup, après, j'ai pu en rigoler avec elle, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais vraiment là, tu sais, je regardais le plafond, j'étais là, putain. Damn, quelle journée! Ouais, c'était. J'étais vraiment là, genre, madame, on vit un moment là. Ça surprend un petit peu hein, quand tu la vois sortir la sonde, parce que la sonde, elle fait ça, quoi. Elle va jusqu'au bout de l'utérus, donc forcément, elle est. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, elle est très très grande, vraiment. Figurez-vous, voilà, imaginez. Non, mais c'est vraiment très très grand et ça va jusqu'au fond de l'utérus. Mais après, on a la chance d'être dans un pays où on a du bon matériel et c'est vraiment top pour tout voir. Mais ouais, en plus, tu vois, ça m'a pas fait mal ni rien. Pour le coup, bien, elle a été, parce qu'elle a été douce, tu vois, quand même. Donc, bon, faut quand même bouger le truc et y aller. Mais elle était assez douce, etc. Donc, en soi, le moment, ça allait. J'étais juste un peu en mode, bah dis donc. Ouais, ça surprend. Quel mardi. Et du coup, elle m'a dit deux trucs. En gros, elle détectait pas forcément d'endométriose, mais ce qu'elle a détecté, elle m'a dit, ah oui, vous avez des ovaires qui sont assez gros, vous avez peut-être des ovaires polykystiques. J'étais là, ok, je sais pas ce que ça veut dire et tout. Après, j'ai compris que c'était en lien avec le SOPK, machin. Bref, donc voilà. Et après, comme je lui dis, on peut pas me laisser comme ça, il me faut un traitement, quelque chose, s'il vous plaît. Mais comme en gros, dans ma famille, il y a des histoires de cancer du sein, d'infarctus, etc. On n'est pas parti de plein de pilules avec de l'oestrogène et tout, donc elle était là, on va pas partir sur ça. Et du coup, elle m'a donné du diméthrone. Et du coup, j'en prends depuis mars, et c'est vrai que ça m'a bien amélioré la vie, et on en parlera plus tard. Donc ça, c'était le premier truc. Ensuite, il fallait que je fasse une IRM, elle m'a prescrit une IRM. En juin, je suis allée la faire, et là, effectivement, ils ont vu des petites lésions. Donc elle m'a dit, vous avez très certainement d'endométriose. Ils m'ont redit, vos ovaires sont certainement polykystiques. J'étais là, nickel. Et du coup, je dis à la gynécologue, ou en tout cas celle qui a analysé mes images, je lui dis que effectivement je prends un traitement
et que ça m'a vraiment amélioré la vie très nettement, et elle me dit bon bah là il y a pas trop de doute, mais j'ai dû refaire un dernier rendez-vous gynéco, et là donc en juillet ça s'est vraiment confirmé, et à chaque fois en vrai du coup toutes les personnes que j'ai eues, donc c'était trois docteurs qui étaient des femmes, à part la petite échographie vaginale qui est un peu tombée comme ça, elles étaient toutes assez assez douces, assez compréhensives, pardon. Les rendez-vous étaient pas non plus trop stressants. Moi mon premier rendez-vous gynéco je l'ai fait à la clinique des femmes à Paris. Ouais. Et voilà, franchement elles sont super. Enfin je sais pas, moi la gynéco que j'ai eue était vraiment adorable. Et du coup voilà comment ça s'est passé. Et j'y pense parce que du coup, Antalis, donc on en reparlera dans l'épisode 2, mais du coup c'est pour atténuer la douleur. Mais j'y retourne régulièrement chez la médecin là, pour m'en faire prescrire. Et en fait, je sais pas pourquoi je l'avais pas dit à la docteure que j'avais eu d'endométriose, etc. Mais je lui disais, j'ai mal pendant les règles, est-ce que vous pouvez me represcrire, machin. Et du coup, au bout du deuxième rendez-vous, elle m'a fait, mais vous avez souvent mal, etc. et tout. Je lui dis oui, j'ai de l'endométriose. Elle m'a dit ok, parce que là j'allais y venir justement. Ouais, c'est bien parce que du coup il y a un petit peu plus de formation là-dessus. Ouais. Même si c'est encore assez rapide, je crois que c'est même pas un chapitre sur les études de médecine. Mais ouais, c'est cool, c'est bien, et puis on a la chance d'être sur Paris, et donc du coup on a pas mal de centres. Après, pour celles qui auraient un doute, il y a les associations comme Endo France ou Endomind, vous pouvez leur écrire en leur disant voilà, je suis de cette région là, et ils vont vous donner des noms de praticiens qui sont justement spécialisés dans la maladie si vous en avez besoin. Et après j'en parle parce que j'ai aussi beaucoup de messages sur TikTok de filles qui me disent en fait j'ai peur d'aller voir le gynéco. Alors le gynécologue il est médecin, il a des années et des années de médecine derrière lui, donc c'est sûr que c'est le référent de la maladie. Maintenant il y a des généralistes qui ont des DU de gynécologie médicale aujourd'hui que vous pouvez aller voir. Il y a également des sages-femmes qui sont spécialisées dans l'endométriose. Si c'est difficile encore pour vous, vous pouvez aller les voir. Et après les gynécos, je le redis, ils ont absolument pas le droit, légalement, déontologiquement, de vous faire vous déshabiller complètement pour vous examiner. Ils ont pas le droit de vous toucher sans votre consentement, et ils ont pas le droit de vous examiner le clitoris, à part si vous venez pour ça. Ce qui est vraiment très rare. Les affections du clitoris, souvent, c'est des petites mycoses, et donc vous avez d'autres symptômes associés. Mais c'est super important de le dire parce que voilà, il y a eu beaucoup de scandales par rapport à ça, il y a eu beaucoup de difficultés autour des violences gynécologiques. Mais voilà, vous avez d'autres moyens et sachez que si vous allez chez le gynéco, vous pouvez refuser l'examen. Vous pouvez dire non, je veux juste avoir une consultation de discussion en fait. Ouais. Et normalement, aujourd'hui, pour le diagnostic, on préconise plus du tout ni l'opération, ni les examens d'imagerie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des endométrioses qui étaient tellement petites qu'on les voit pas sur les IRM. Donc, ce qu'on va vous dire, c'est le diagnostic, il est essentiellement lié à la symptologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous venez chez le médecin et vous dites j'ai ça, il va vous dire ok, très certainement il y a une endo, ou alors pas du tout, ou alors il y a d'autres doutes. Donc voilà. Ouais. Et j'aime beaucoup ton rappel sur comment se passe le rendez-vous médical, et le fait que effectivement, c'est pas tout ne se joue pas là. Vous pouvez dire non et faire un truc plus tard, et vous pouvez complètement dire non à tout ce que vous n'êtes pas à l'aise. Je sais que moi, par exemple, l'écho vaginal, si j'avais dit non, si j'avais dit stop, clairement elle m'aurait pas forcé. Ouais. Et puis elle est censée te prévenir, te dire est-ce que je peux y aller. C'est ça. Et ça, par même contre, moi, aujourd'hui, quand j'ai des échographies, je demande au médecin de le faire moi-même. C'est-à-dire que pour insérer la sonde, vu que moi je suis très douloureuse au niveau de l'insertion, je leur demande si je peux l'insérer. Ils me disent oui, y a pas de souci, et j'insère moi-même la sonde. Et après, eux vont regarder, parce que bon, pour trouver les ovaires c'est plus compliqué. Mais ça aussi c'est faisable. Mais il y a plein de choses, tu vois. Rien que le fait que, par exemple, le cabinet gynéco, il est censé être fermé à clé pour que personne rentre. Mais par contre, la clé, elle doit rester sur la porte. C'est des choses, si vous voyez que votre gynéco, il ferme la porte et il met la clé dans sa poche, vous fuyez, vous dites non, et voilà. Mais ça, c'est des choses, normalement, il y a un verrou, il ferme, et puis ensuite, il vous examine. Enfin, logiquement, les médecins, ils sont quand même tenus à un serment, le serment d'Hippocrate, et à un code déontologique, et ils font très attention. Et on parle tellement aujourd'hui du consentement et du rapport au corps qu'il y a beaucoup moins de soucis. Mais je comprends que ce soit compliqué d'aller voir un gynéco comme ça.
Ouais, puis rappel, du coup, je pense aussi qu'il y en a plein, clairement, je pense que la très très large majorité, ils sont là pour bien faire et ils sont là pour faire leur métier. Après, je pense que souvent aussi, eux, ils sont un peu dans la procédure, le quotidien, etc. Donc, des fois, n'hésitez pas aussi à dire. Enfin, c'est pour ça que vous pouvez dire les choses, vous pouvez demander aussi, est-ce que ça soit fait d'une certaine manière, etc. Eux, ils vont être dans leurs réflexes. Souvent, ils sont pas là pour forcément vous mettre mal à l'aise ou mal faire les choses. C'est juste que eux, ils peuvent parfois un peu zapper, ils sont dans leur truc. Donc voilà, vous pouvez bien des fois dire un peu, oula, doucement. C'est ça, et puis ils voient des vulves à longueur de journée, enfin ça doit représenter, je sais pas, 200 patients, un truc comme ça, donc, enfin à l'hôpital en tout cas, mais enfin faut pas hésiter, c'est des gens qui sont là pour ça, qui sont spécialisés, et je pense qu'on choisit pas la spécialisation de gynéco-obstétrique pour rien non plus, tu vois, il y a un truc de l'ordre de la vocation là-dedans, donc c'est important. Puis, c'est vrai que... dites-leur, vous pouvez totalement... Je reviens juste sur un truc que t'as dit, ta gynéco, qui disait que c'était pas génétique. On n'est pas tout à fait sûr de si la maladie n'est pas génétique. Il y a des recherches qui sont en train de... Mais on en reparlera peut-être dans les traitements, tout ça, mais en termes de recherche, là, on est en train de se poser la question quand même de la génétique. Je pense qu'il y a une question, justement, en faisant mes recherches pour aujourd'hui, j'avais commencé à trouver des petits trucs, bon, rien... Quasiment, peu de choses sont complètement sûres sur l'endométriose, mais quand elle m'avait dit c'est pas génétique, j'étais quand même un peu là. Surtout que ta maman a l'adénomiose plus l'endo, ça fait. Plus l'endo, ma sœur pareil, des énormes douleurs de règles. Elle pour l'instant, elle a fait plusieurs rendez-vous gynéco, elle a jamais été diagnostiquée de quoi que ce soit pour l'instant. Mais bon, t'es un peu là, bon, quand même, on sent des petites difficultés dans la famille. Peut-être que c'est pas génétique, mais ça commence à faire un peu des hasards, quoi. Donc voilà, en termes d'expérience de diagnostic, est-ce que... C'est bien, parce que ça montre que ça a évolué quand même, tu vois. Je suis assez contente que t'aies pu avoir cette expérience positive, quoi. Parce que ça se fait super vite, du coup, pour moi. Ouais, mais c'est super, c'est trop cool. Ça veut dire qu'on fait bien d'en parler, tu vois. Clairement. C'est top. Clairement, et du coup, ce qui était cool, c'était que chaque professionnel de santé à qui j'en ai parlé, les 3 gynécos, elle l'avait en tête. Mais même j'étais contente, ma médecin généraliste, elle en plus elle m'a dit je suis pas du tout gynéco moi, mais elle avait quand même eu ce truc de bon ok, la meuf elle vient me voir plusieurs fois, elle me supplie pour avoir de l'Antadis, elle a commencé à me poser la question et je sais que j'étais agréablement surprise, j'étais là c'est cool. Et justement, elle, pareil, c'est un médecin généraliste, bon, il est super, mais du coup, elle, c'est sa remplaçante, qui est du coup une meuf qui a, je sais pas, elle est un peu jeune, tu vois, elle est entre 35 et 40. Donc, j'étais là, trop bien. Non, franchement, c'est très bien, c'est très bien. Et parce que là, donc le diagnostic, ça a pas été, pour moi, ça a été une expérience qui était assez tranquille, et surtout, j'ai eu beaucoup de chance que ma coloc, elle m'accompagne au premier rendez-vous, parce que même si mon premier rendez-vous, gynéco, et je l'ai fait à 23 ans, clairement j'étais en pépette comme ça, j'avais trop peur, j'étais là mon dieu. Parce qu'en fait c'est marrant, mais je savais qu'elle allait me diagnostiquer l'endométriose, j'étais là, on se sait, je le sentais. Et du coup j'étais là, je veux pas y aller, je veux pas savoir. Donc j'ai eu vraiment de la chance, ma coloc. Et quand je suis allée faire mon IRM, mon copain m'a accompagnée. Donc pareil, ça désacralise le moment. On l'avait dit dans l'épisode SOPK, mais je le redis là. Voilà, n'hésitez pas à demander à vos proches, bon, s'ils disent non, genre bouh, mais ils peuvent dire oui. Et les proches, n'hésitez pas à proposer, parce que on est dans des positions assez vulnérables, et du coup, il y a des moments où c'est très compliqué pour nous. Et moi mon copain aussi très très présent, mes parents aussi, et quand vraiment j'ai t'as quelqu'un, ou mon meilleur pote, tu vois, mon meilleur ami, la dernière fois je dis je vais chez ma sage-femme là, tu veux que je vienne? J'étais là genre waouh. Oh oui, c'est ça qu'on veut. Donc j'ai dit non, t'inquiète, de toute façon ça va prendre 2 secondes, mais trop contente, tu vois, qu'il propose ça et qu'il puisse m'accompagner. D'ailleurs, il m'a déjà accompagné à des rendez-vous, bon, il reste dans la salle d'attente, mais juste le fait d'avoir un soutien, si vous êtes accompagnant, c'est très compliqué pour vous aussi, parce que vraiment la vie d'accompagnant est très difficile, surtout pour nos copains, parce que dans l'intimité c'est plus difficile, mais c'est vraiment bien de se sentir entouré, et si vous l'êtes pas, c'est ok aussi, il y a plein de groupes de soutien, il y a plein de choses que vous pouvez faire, et justement on a une application là pour ça, donc n'hésitez pas à aller parler à des gens, vous serez jamais seul, quoi. Non, clairement. Là, à l'heure où on va diffuser ce podcast-là, l'application, elle sera encore toute neuve, mais l'objectif sur Tilt, c'est vraiment de pouvoir parler de vos problématiques, de vos peurs,
de même vos trucs un peu cool, un peu positifs, vos astuces, etc. Et effectivement, on va avancer doucement là-dessus pour que ça se fasse bien dans la sécurité, etc. Mais c'est vrai que moi, typiquement, ce que j'aimerais bien qu'on puisse faire, c'est se dire, ouais, si quelqu'un a besoin d'être accompagné, en fait, si quelqu'un est vraiment tout seul, qu'il puisse le dire et... Enfin... Moi, je le fais déjà, hein, je le fais déjà, je vais le faire sur Tilt aussi, c'est sûr. Mais juste d'être là, quoi, de dire, vas-y, tu veux juste... En fait, même s'il y a rien de particulier, juste d'en parler. Bah, vas-y, raconte-moi ton histoire. Et totalement. Vas-y, un petit vocal de 5 minutes, bon, bah, je l'écoute comme ça, je suis en train de faire à manger, mais je suis en mode, ok, bah, je suis là, quoi. Ouais. Je suis là. Ouais, c'est ça, genre t'es pas tout seul et même, enfin, bon, je vais voir, tranquillou, parce que je parlais de me faire kidnapper, mais si un jour il y a quelqu'un sur l'application qui est là, j'ai trop peur, est-ce que quelqu'un est près de moi et pourrait m'accompagner à un rendez-vous Enfin, voilà, quoi, clairement, il y aura aucun souci, c'est vraiment ce genre de choses que j'aimerais faire, parce que je me dis, enfin, moi vraiment, je n'y serais pas allée si on m'avait pas accompagnée, enfin, et la deuxième fois, c'est mon copain qui m'a proposé. C'est fou, hein. Et ouais, ma mère, je sais que du coup, enfin, tu vois, elle a eu son parcours vraiment dans la solitude, et ça me fait trop mal. Ah ouais, en plus à leur génération, c'était 30 fois pire. Hein. Non, mais elle me racontait, enfin, c'était des règles de 2 semaines, de la douleur à 24, mais elle est tout le temps au taf et tout. Mais c'est vrai que... Moi, j'ai fait 38 jours, c'est mon record de règles. 38 jours de règles. Et ben on te souhaite de ne pas le battre. Non mais quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé et que j'ai vu 38... En fait, je m'étais dit, ah ça y est, j'ai plus mes règles. Quand j'ai regardé sur mon application, j'ai vu 38 jours, j'ai fait, waouh, là, c'est chaud quand même. Oh mais ça, c'est la dénomieuse, je crois, qui fait des règles très très longues. Mais franchement, c'était l'enfer. J'avais 38 jours, tu vois, c'est ma petite victoire. C'est genre, toi, t'as mal pendant 3 jours, moi 38. C'est la chaîne. Et puis après, t'es là, ouais, je te jure, c'est terrible. C'est pas la bataille que j'ai envie de gagner. Non, vraiment pas. 38 jours. En plus, le budget serviette... Oh bah là, c'était... Alors, franchement, je m'en souviens très peu parce que j'étais tellement anémiée, je dormais. Je dormais toute la journée, donc... Oh my god. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour pour le premier épisode. Cool. On approche des 1 heure. Comme je l'ai dit au début, cet épisode sur l'endométriose, il va se faire en 2 parties. Donc on va vous retrouver dans 2 semaines pour la deuxième partie, où on va parler plutôt de traitement et des idées reçues. Parce que, alors il y a les idées reçues un peu connues, puis j'ai trouvé 2-3 pépites qui vont bien te faire rire. Ça, je l'ai adoré. Il y en a que j'ai hâte de lire. Je l'ai trouvé, j'étais là, waouh! J'étais là, faut absolument que je monte ça à Carla, et genre je me suis dit ça va faire trop rire les gens. Donc j'ai hâte de pouvoir parler des idées reçues dans l'épisode 2. Alors où je vous parle, Tilt est disponible sur l'App Store. Donc Tilt, c'est une application communautaire pour les personnes qui ont une maladie chronique. Juste pour vous rappeler, si vous êtes en errance médicale ou encore en recherche, bah, vous pouvez quand même rejoindre l'application, poser des questions, demander des conseils. N'hésitez pas donc à rejoindre l'application. Nous, on va se retrouver très vite, du coup, sur Tilt. Le lien est dans la description. Et on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à tous.